Audio Jungle. Jouer une fausse note n'a pas d'importance. Jouer sans pression est inexcusable. Cette citation est du célébrissime artiste allemand de musique classique Ludwig van Beethoven. La passion du foot européen nous anime sans faille, raison de notre présence tous les lundis et vendredis sur Sport FM. Au menu de PFE, décryptage du nouveau classement FIFA. L'Angleterre, 5e malgré un championnat domestique super compétitif et surmédiatisé. Comment comprendre ce phénomène? L'Allemagne, de son côté, est absente du top 10. On en parle dans la première partie de votre mag. La seconde fait le tour des majeurs. City repart vers l'avant. Liverpool ne lâche rien. Manchester United frustré par la lanterne rouge. Nous évoquons la 24e journée de Première Ligue disputée en semaine. Analyse des affiches de fin de semaine. Atlético de Madrid Retafe. Borum défie le Bayern Munich. Choc de haut de tableau dans le Campionato entre le Napoli et l'Inter. Puis le Paris Saint-Germain accueille Rennes en Ligue 1. Un super week-end foot analysé par nos spécialistes en studio. Nous n'oublions pas la troisième et dernière partie, l'affaire Kurt Zouma, une vidéo où il frappait son chat. Son frère Johan vient d'être suspendu par son club, et tout comme Kurt lui-même, des réactions à foison, à tort ou à raison. On en parle dans le débat des spécialistes. Franck Nounyama et Félix Walla sont déjà dans le studio, mais sans Niamey, et l'homme à devant Théo Ajavon. Le premier derrière la caméra, le second derrière la console. Salut sportif à toutes et à tous, auditeurs et internautes. Bienvenue dans l'aventure du foot européen, épisode 712. Top, c'est parti. Messieurs, bonjour à vous. Bonjour Félix. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. En forme, hein? Oui, ça va. Merci beaucoup. Franck Nounyama, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour chers auditeurs et auditrices, merci de nous donner ce petit moment-là et de nous faire confiance. Toujours, merci Toujours. En tout cas d'être au rendez-vous de l'actu du foot européen. Et justement, on en parle avec d'abord le classement FIFA. Oui, on va aborder cette fenêtre-là avec cette question qui nous taraude l'esprit. Le dernier classement publié ce jeudi, on voit l'Angleterre classée 5e, et d'autant, on parle d'un championnat, comme je l'ai dit en intro, super compétitif, super médiatisé, qui engrange des milliards et des milliards d'euros. Franck, alors cette situation, comment vous l'interprétez quand vous regardez ce nouveau classement FIFA? Oui, vous le dites si bien, l'Angleterre se classe 5e par rapport à ce nouveau classement FIFA. Ça s'explique puisque les classements FIFA, c'est à partir des points gagnés par les sélections nationales, surtout dans les grandes compétitions, les matchs que vous gagnez, les victoires, les performances que vous accumulez. C'est vrai que l'Angleterre présente un championnat des plus suivis, des plus médiatisés, on va dire dans le monde. Mais l'Angleterre, lorsque vous prenez cette sélection, qu'est-ce qu'elle a gagné depuis 1966? Elle a gagné cette Coupe du Monde, controversée d'ailleurs sur un but qui n'était pas totalement un but. Donc l'Angleterre est restée sur ça. Les Three Lions n'ont pas fait grand-chose, on va dire, même si lors de la dernière édition de la Coupe du Monde en 2018, ils ont terminé 3e ou je ne sais pas trop. 3e ou 4e, je pense, voilà. Et puis à la dernière compétition de l'Euro, ils ont été finalistes, c'est vrai, battus au tir au but par l'Italie. Oui. Donc tout ça ne rentre pas forcément dans les faveurs des Three Lions, même si aujourd'hui il y a des jeunes qui se font voir, une équipe nationale qui a envie de se signaler sur l'échiquier européen et mondial. L'Angleterre ne gagne pas les compétitions majeures. Donc voilà un peu comment ça s'explique à mon niveau. Voilà l'explication de Franck Nounyama. Est-ce aussi le fait qu'on ne voit pas des clubs ou la fédération, surtout la fédération, donner, on pourra dire, la directive aux clubs de former plus de joueurs qui, normalement par ricochet, doivent apporter des solutions, des résultats évidents en sélection? Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est la Belgique qui est numéro 1, je crois. Oui, mais bien la sûr. Belgique aussi ne gagne pas des titres. Mais la l'Angleterre. Jupiler League, par rapport à la Première Ligue, il n'y a pas photo. Oui, mais ce n'est pas lié à votre championnat. Vous pensez? Oui, Les meilleurs joueurs viennent d'où alors? Non, je parle totalement du classement. D'accord. Parce que ce n'est pas lié au niveau du championnat. Mais les joueurs viennent de vos championnats domestiques. Maintenant, pour le championnat anglais, nous savons tous qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs du championnat anglais
ne sont pas les joueurs anglais, ce sont des joueurs étrangers. Donc ça aussi, ça biaise un petit peu la balance du côté sur la sélection anglaise. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Angleterre renaît de ses cendres, si je peux le dire, parce qu'entre-temps, même au niveau du classement UEFA, l'Angleterre, dans les fins d'année 2010, l'Angleterre, où on retrouvait les clubs anglais quasiment 3 ou 2 à minima dans le dernier carré, mais arrivé à un moment donné, les clubs anglais ont disparu un tout petit peu. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui arrive sous la houlette de Gareth Southgate, qui a pour mission de promouvoir les jeunes, les joueurs anglais. Dans tous les stades. Hein. Oui, et bizarrement, non pas bizarrement, mais heureusement aujourd'hui, on retrouve d'une façon ou d'une autre les jeunes joueurs anglais sur toutes les lignes dans les meilleurs clubs du championnat. Si on prend Chelsea, il y a Mason Mount qui joue un grand rôle. Champion d'Europe, que ce soit à Manchester City, il y a le Phil Foden et autres. Arsenal, Bukayo Saka, Manchester United, il y a le Rashford. Mais c'est que ces joueurs ont un peu de mal à confirmer, surtout sur la durée. Ce sont certes de bons joueurs, mais qui ne font pas plus que leur talent. Donc je pense que ça aussi biaise un petit peu sur les résultats de la sélection nationale. Maintenant, pour de façon ramassée, je pense que il faut aussi voir les adversaires au niveau du classement. La Belgique, il y a le Brésil, il y a l'Argentine qui n'ont pas un fameux classement championnat que l'Angleterre, mais ce sont des nations qui arrivent aussi à faire des séries. Si on prend l'équipe argentine par exemple, elle a suivi une série de 25 matchs sans défaite. Vous voyez, donc ça aussi ça pèse beaucoup dans la balance. Même la sélection brésilienne, même les Sud-Américains n'ont pas disputé trop de matchs ces derniers temps. Donc lorsque vous ne jouez pas et vos adversaires arrivent à perdre quelques matchs, ça ne vous avantage pas, ou bien ça ne vous fait pas avancer au niveau du classement. Franck a touché l'Euro, la Coupe du Monde, mais il y a aussi la Ligue des Nations. Il y a aussi la Ligue des Nations que l'Angleterre malheureusement n'a pas remporté, n'était pas dans le dernier carré, si je ne me trompe. Donc ça aussi, ça rentre dans la balance au niveau du classement FIFA. Voilà en ce qui concerne cette équipe de l'Angleterre, mais le parcours continue parce que franchement, quand on est on a un championnat aussi huppé comme la première ligue anglaise, on devrait avoir les retombées. Oui, on parlait tout à l'heure de cette place de l'Angleterre lors du dernier mondial, c'était la 4e place, chippée par la 3e, chippée par la Belgique qui les a battus 2-0 lors de la petite finale. Et l'on poursuit, après avoir parlé de l'Angleterre, là où le football est né, selon les historiens, on va parler de l'Allemagne. Oui, à une certaine période, il y avait un adage ou une citation, le football se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais ces derniers moments, l'Allemagne aussi titube actuellement. L'Allemagne est hors ou en dehors du top 10 mondial. Oui, l'Allemagne a perdu un peu sa verve des années 90 où il y avait ce football total, physique, puissant. Et après, qui gagnait. Voilà d'ailleurs pourquoi il y a, on va dire, ce dicton. Le football se joue toujours à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Ça veut dire que l'Allemagne, dans les situations difficiles, arrive quand même à renverser son adversaire et à gagner. Donc après, il y a eu, on va dire, un peu une latinisation du football allemand, ce qui a permis quand même de gagner la Coupe du Monde 2014 avec Joachim Löw. Donc l'Allemagne a perdu un peu, on va dire, son identité de jeu, copiant un tout petit peu ce qui se fait en Amérique du Sud, où on joue à toi, à moi, voilà, pour faire la différence. Donc, et la dernière fois, l'Allemagne, qui était, on va dire, championne du monde en titre, a lourdement chuté au niveau du mondial 2018 en Russie. Voilà, lorsque vous êtes numéro 1 et qu'arrivez à une telle compétition dont vous êtes le tenant du titre, vous êtes éliminé au premier tour, c'est des points, c'est d'énormes points que vous perdez. Donc, à partir de ce moment-là, l'Allemagne ne s'est pas retrouvée, n'arrive pas à gagner. C'est vrai que dans les éliminatoires, elle revient. Elle s'est fait battre la dernière fois par la Macédoine. Oui. Vous voyez un peu donc ce qui n'était pas attendu. Et puis, au niveau de la Ligue des Nations, l'Allemagne n'est jamais arrivée à atteindre les phases finales. Exactement. Donc, cette équipe a du mal à se retrouver, à gagner, à retrouver sa place. Voilà pourquoi l'Allemagne, qui était entre-temps numéro 1, descend à chaque classement FIFA et voilà.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer de s'inquiéter ou bien Hansi Flick aujourd'hui, peut-être dans les semaines, les mois à venir, va permettre à cette équipe de l'Allemagne de retrouver rapidement le top 10 et pourquoi pas le top 5? Avec Hans Flick, on sent qu'il y a du renouveau. D'accord. On sent qu'il y a de nouvelles choses qui se profilent à l'horizon. Pour le moment, pas de défaite, que des victoires écrasantes. Qualifié déjà pour le mondial Qatar 2022. Que des victoires écrasantes, ils écrasent tous les adversaires. Oui. Mais ce qui est inquiétant, c'est que dans le top 10, il y a des équipes comme le Danemark, même le Pays-Bas qui aussi avaient connu des difficultés. Exactement. Mais aujourd'hui, l'Allemagne ne se retrouve pas. C'est aussi grâce à l'élimination précoce dans la phase de poule du dernier Euro. D'accord. Et même la Ligue des Nations, Franck l'a touché, touché tout de suite. Mais je pense que aujourd'hui, on parle quand même de l'Allemagne. La Belgique est toujours ou à chaque fois numéro 1, mais sur les grandes compétitions, elles déçoivent. Mais l'Allemagne, n'oublions pas que l'Allemagne était le champion du monde de l'édition 2014. Donc aujourd'hui, l'Allemagne n'a pas forcément besoin d'être numéro 1 ou bien d'être dans le top 10 avant de faire mal. Il suffit juste de revoir, de mettre les petits plats dans les grands, de remettre en place une équipe compétitive pour aller chercher pour jouer les premiers rôles au niveau du classement. Et pour revenir sur la célèbre citation, c'était la citation de Gary Lineker, l'ancien attaquant anglais, l'ancien buteur anglais, parlait de l'Allemagne. Qui a sorti cette fameuse citation en 1990, après la demi-finale entre l'Allemagne entre l'Allemagne de l'Est. Voilà. Et l'Italie. Oui. En tout cas, la belle époque de cette Mannschaft qui est en train de revenir progressivement. Oui, avec d'abord son contingent de joueurs issus de la Bundesliga et un entraîneur qui aujourd'hui a une autre vision du côté de la Mannschaft. On suivra les progressions des différentes nations. Rappelons que oui, la Belgique est au numéro 1. Il y a également la France qui n'est pas loin. Voilà, donc numéro 3. Même si oui, l'écart n'est pas aussi grand entre les Bleus et les Diables Rouges. On attend de voir la suite et on attend aussi de voir si un jour la Jupiler League pourra devenir le meilleur championnat au monde. Mais pour l'instant, on en est très, très, très loin. Et nous poursuivons l'aventure dans Plateau Foot Europe. Nous fermons la fenêtre de cette première discussion et nous ouvrons celle des majeurs. Première Ligue Express News. Fait rarissime en Première Ligue, un joueur qui écope de 2 cartons jaunes en 7 secondes. Voilà, ça n'arrive pas tous les jours. C'est Martinelli, le joueur d'Arsenal qui a commis, on pourra dire, je ne sais pas si c'est une bêtise ou voilà, cette idiotie de faute. Parce que là, même si Arsenal gagne 1-0, quel commentaire vous faites de cette situation, Franck Nunyama? Je pense que c'est une erreur de jeunesse. C'est lui qui, entre-temps, portait quand même les Gunners lorsque l'équipe était en difficulté. Il était arrivé, il a marqué des buts. Il a convaincu, on va dire, Mikel Arteta, il lui a fait confiance et il est devenu, on va dire, quelque peu titulaire, on va dire, souvent dans le 11 entrant. Donc moi, je dirais que c'est une erreur de jeunesse. Soit on n'a pas la tête à ce qu'on fait, on ne s'est pas concentré, on ne s'est pas retenu au moment où il faut. Donc je pense que c'est véritablement pas bien pour un joueur. En 7 secondes, il rentre quand même dans les livres de record. C'est pas bien pour lui. Le livre record Guinness. C'est quand même, Franck le disait tout à l'heure, 20 ans, il n'a que 20 ans, Martinelli. Mais si jamais Arsenal ne gagnait pas ce match, Arteta risquerait de le mettre sur le banc. Et même les joueurs allaient porter ce poids, peut-être durant toute la saison. Mais je pense que tu t'es dit, l'âge, 20 ans, il est très jeune. Il va apprendre de cette erreur. Il y aura que Granit Xhaka qui peut apprécier son geste. Sinon, je pense que les autres vont quand même le retorquer. Parce que Granit Xhaka, nous savons tous que c'est un abonné à ses coups de folie et à ses 14 rouges. Ah oui, coup de sang en tout cas de ce joueur. Granit Xhaka, il en est coutumier du fait. On rappelle que Arsenal a battu en déplacement Wolverhampton 1-0. C'est une bonne opération, on pourra dire, pour la Gunners dans la quête de la 4e place en Première Ligue. Liverpool, sans trembler, a battu Leicester 2-0 grâce à Diogo Jota. Franck Nunyama, oui, on a vu Salah, certes, revenir avec de bonnes intentions, mais au-delà, si on n'a pas Salah, on a quand même Jota pour porter Liverpool. C'est un bon joueur, il
il fait partie, on va dire, du trio offensif des Reds, c'est-à-dire Salah, Mané et puis Diogo Jota. Et il n'a pas été entre-temps épargné par les blessures. Sinon, c'est un joueur intéressant qui marque des buts. Et il a prouvé, en l'absence, on va dire, de Mané, qui n'est pas encore de retour, qui continue de l'autre côté. Il a su faire la différence. C'est vrai, Salah était là, mais il a buté souvent sur le gardien. Oui. Il a trouvé la barre, il n'a pas eu de chance par rapport à ce qu'on lui connaissait, slalom dans la surface. Donc, je pense que c'est très bien pour Diogo Jota, qui montre quand même qu'il a encore sa place au niveau de cette attaque de Liverpool. Diogo Jota a-t-il écarté pour de bon Roberto Firmino? En tout cas, il fait des choses intéressantes pour être le premier choix pour Jürgen Klopp, même si Roberto Firmino reste un bon joueur, oui. Un joueur qui apporte beaucoup, surtout dans le déséquilibre de la défense adverse. Mais Diogo Jota a ce petit quelque chose de plus, c'est qu'il arrive à marquer. Être au bon moment, au bon endroit. Voilà, en plus de faire du Firmino, oui. Il arrive à marquer. C'est le seul joueur, d'ailleurs, cette saison, à l'heure actuelle en Première Ligue, à avoir marqué 3 buts du pied gauche, oui, 3 voilà. Du pied droit et 5 de la tête. Statistiques intéressantes. Oui, c'est un joueur qui peut marquer dans n'importe quelle situation. Oui. Il marque aussi de très beaux buts, tout comme Roberto Firmino, d'ailleurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec tous ces arguments, logiquement qu'il soit le numéro 1 pour Jürgen Klopp. D'autant plus que Mohamed, sur le trio d'attaque, à part, hormis Mohamed Salah, qui est le buteur phare du trio. Et même le meilleur buteur de la Ligue. Du trio, il y a que Sadio Mané n'arrive pas tellement à marquer de buts, oui. Alors que Roberto Firmino, c'est un numéro 9 qui a aussi du mal à marquer des buts. Donc aujourd'hui, si vous avez sur votre ligne d'attaque 2 joueurs qui sont qui sont de vrais buteurs, oui. On préfère l'aligner dans l'aligner, pourquoi pas, l'international. Rappelons que hier, Mohamed Salah, lorsqu'il était entré en jeu, il était vraiment ovationné. Très ovationné. Et encouragé par son entraîneur Jürgen Klopp, qui dit qu'il reviendra très très fort dans les mois, pourquoi pas, à venir concernant d'autres compétitions qui sont en jeu pour le Pharaon. Et on parle de cette déconvenue, si on peut l'appeler ainsi, de Manchester United à Burnley, le dernier au classement. Avant de retrouver Franck Lunyama, que dites-vous de cette équipe de United qui cale Je pense que c'est une équipe qui doit arrêter de continuer dans les bêtises. Il faut prendre les taureaux par les cornes. Il faut immédiatement chercher un vrai meneur d'homme pour cette équipe. Quand vous dites meneur d'homme, sur le banc ou sur le terrain? Oui, sur le banc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à United sur le terrain? Ils ont tout. Lorsque vous avez Cristiano Ronaldo, Edison Cavani, partons de la défense. Sur 4... Votre ami Maguire, il est toujours là? Maguire, entre Varane, Maguire, Lindelof et Eric Bailly, il n'arrive quand même pas à trouver la bonne charnière, mais c'est dégueulasse. Sur le côté, il y a les Luke Shaw qui se prennent pour je ne sais quoi. Aaron Wan-Bissaka, avant de signer à Manchester United, était un bon défenseur, un bon latéral qui était sollicité par n'importe quel club. Et aujourd'hui, on voit que ça ne va pas du tout. Au milieu de terrain, il y a de la qualité sur le côté. Aujourd'hui, Manchester United... Pour vous, les joueurs ne se remettent pas en cause? Oui, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas ce meneur d'homme, ce manager qui va les mettre au diapason. Voilà. C'est pourquoi depuis un moment, Olé, il est froid. Le nouveau, tout le monde sait qu'il est juste là pour assurer l'intérim. Et on ne sent pas un plus oui. au niveau des joueurs. Pour vous, même le départ de Olé ne valait pas la peine. Il fallait le garder. Normalement, en remplaçant Olé, il fallait taper du poing sur la planche et faire venir un entraîneur charismatique. Pour vous, il n'y a pas encore de différence? Non, pour le moment, il n'y a pas encore de différence. Aujourd'hui, on sent avec... que ce soit avec Jürgen Klopp ou Thomas Tuchel ou bien Pep Guardiola, on sent leur patte sur l'effectif. Il n'y a pas de star. Tous les joueurs se mettent au service du collectif. Prenons un joueur comme Marcus Rashford. Aujourd'hui, il y a très peu de joueurs qui ont toutes les qualités de Marcus Rashford. Mais depuis que ce joueur a explosé depuis 2015, on ne sent pas... Pour vous, il n'a pas progressé. Cette nette progression. Mais prenons de l'autre côté, Raheem Sterling, à ses débuts, il avait beaucoup de mal à être précis devant le but. Pep l'a corrigé. Il a travaillé. Prenons le cas de Phil Foden. C'est un jeune sorti du centre de formation. Exactement. Aujourd'hui, on a tous vu ce qu'il est. Il y a de ces cas, que ce soit avec Klopp ou avec Thomas Tuchel lorsqu'il est revenu à Chelsea. On a vu
que Mason Mount s'est transcendé. Totalement. On a vu ce qu'il a apporté, ce qu'il apporte est dans le jeu. Donc aujourd'hui, on ne sent pas ça du côté de Manchester United. Prenons Jadon Sancho. Allez-y. Je chute sur le cas Jadon Sancho. Ce joueur du côté du Borussia Dortmund prenait énormément Pour vous, du il est dans une plaisir. zone de confort. Il ne progresse pas. Il ne progresse pas. D'ailleurs, Malgré les millions qu'on a mis sur il lui. ne fait pas grand-chose pour dire qu'il progresse. Je pense que son recrutement, c'était flop. Ouais, flop. pour le moment, c'est un vrai flop. Franck Luyama, cette équipe de United continue de décevoir. Apparemment, l'effet Rangnick est retombé. L'effet Rangnick retombé et ça n'a pas pris comme on l'attendait. Oui. On sait que Ralf Rangnick a fait ses preuves partout. Il est passé, il est plutôt dans la formation, dans la détection des talents. Je ne sais pas si être manager principal lui va aussi bien pour le moment. Les dirigeants United se sont trompés carrément. Bon, est-ce qu'ils se sont trompés? Il faut pas le dire ainsi. Okay. Et lorsque un navire est en train, on va dire, de chavirer, mais les commandants de bord paniquent. Tout le monde panique. On veut trouver la meilleure solution. C'est ce qu'a fait, ou bien c'est ce qu'ont fait les dirigeants de Manchester United en allant chercher, on va dire, ce monsieur qui est dans la formation, qui a découvert beaucoup de joueurs, parmi lesquels Erling Haaland. Oui. Aujourd'hui, sa méthode pour le moment ne prend pas. Il y a des joueurs, on va dire, confirmés au niveau de Manchester United. Je pense que le vestiaire a un tout petit peu divisé. Apparemment. Où on parle d'une scission. Il y en a qui sont pour l'arrivée de Mauricio Pochettino. Voilà. D'autres sont pour Ralf Rangnick, disant qu'on doit lui laisser le temps de pouvoir mettre, on va dire, sa philosophie de jeu en place. Donc, c'est très difficile. Lorsque nous écoutons entre-temps également Cristiano Ronaldo qui dit nous sommes un grand club, nous devons travailler dans ce sens et faire des sacrifices pour pouvoir gagner. Ce qui veut dire qu'à ses yeux, pour le moment, ça ne va pas. Et donc, surtout, c'est tout un problème au niveau de Manchester United lorsqu'il y a entre-temps un règne de presque 25 ans. Oui. Ça ne change pas, tout de suite, on va dire, sur une baguette. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire pour remettre le navire à flot. Pour le moment, c'est pas ça. C'est compliqué, très compliqué pour les Red Devils, certes éliminé en FA Cup par une équipe nommée Middlesbrough, même si entre-temps cette équipe a été en Première Ligue et il ne pointe aujourd'hui qu'à la 4e place du classement au niveau de la Première Ligue, mais l'écart de points, il est là. United ne convainc pas, même si Paul Pogba, la dernière fois, a marqué, voilà, son but depuis un bon bout de temps au niveau de l'infirmerie. Il est de le truc retour. aussi, on sent Cristiano Ronaldo en difficulté sous Ralf Rangnick parce qu'il a du mal à marquer des buts. Premièrement, il n'enchaîne pas les matchs. Il a du mal à enchaîner les buts. Je crois que c'est la première fois depuis 2010 qu'il enchaîne 5 matchs sans marquer de buts. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas totalement compter sur Cristiano Ronaldo. Il a 36 ans. Donc, il est arrivé comme un joker. Mais si le joueur veut jouer à tous les matchs, a-t-il raison ou tort? Lui, c'est un compétiteur. Il a envie de jouer tous les matchs. Bon, pas forcément. C'est à l'entraîneur de discuter avec lui. Souvenez-vous, lorsqu'il était du côté du Real Madrid, à un moment donné, Zidane a parlé avec lui. Lors du 3e sacre avec Zinedine Zidane. Vous n'avez plus vos jambes de 25 ou bien 20 ans. J'ai envie de vous mettre comme joker souvent. Et donc, ça a marché. Ça a marché. Il faut partir dans une discussion avec lui et je pense que voilà, ça peut passer. En tout cas, on rappelle que United, son dernier titre en Première Ligue, vous savez à quoi ça remonte? En 2013. Voilà, bonne réponse. N'y ajoutez rien. C'est en 2013 avec Sir Alex Ferguson. Et Newcastle et Everton continuent leur marche, même si pour les Toffees, ça a été compliqué. Ils ont été battus par Newcastle United 3-1. C'est une première défaite, en tout cas sur le banc en Première Ligue pour Frank Lampard, qui doit retrousser ses manches. Crystal Palace a fait 1-0 face à Norwich. Zaha a marqué, mais derrière, il rate un penalty. C'est assez cocasse. Il s'est un peu mélangé la pinceau. On parle de la victoire renversante de Southampton 3-2 face à Tottenham. Aïe aïe aïe, cette équipe de Tottenham aussi avec Antonio Conte connaît quelques difficultés, Franck. Ouais, il menait dans ce match et après ils se sont fait rattraper et perdre ce match à domicile. Ça fait très mal à Antonio Conte, surtout qu'ils étaient quand même sur une dynamique pouvant les amener dans le top 5 ou bien dans le top 4 du championnat. Ce point perdu à domicile leur a fait très mal. Je pense que l'équipe qui était là le jour-là, je pense que c'est
Wolverhampton Southampton, j'allais dire, voilà. qui a joué le coup à fond, qui n'avait pas eu froid aux yeux et n'a pas respecté cette équipe de Tottenham, leur a regardé correctement, directement dans les yeux et ça a payé à l'arrivée. Donc je pense que c'est pas une victoire volée, c'était mérité. Et on rappelle également que City s'est imposé à la maison 2-0 face à Brentford grâce à un penalty de Riyad Mahrez et un autre but de Kevin De Bruyne. Et puis on parle de ce match fou entre Aston Villa et Leeds United, 3 buts partout. Et quel Coutinho, Philippe Coutinho, buteur, double fois, passeur décisif. Tout juste après son transfert, je me disais que veut nous faire Steven Gerrard parce qu'il le connaît bien. Ils ont évolué ensemble du côté de Liverpool. Il a côtoyé le joueur au quotidien. Il connaît ses qualités, beaucoup plus que nous qui le suivons de loin. Je me disais, il ne faut pas que Steven Gerrard se plante sur ce coup parce que Philippe Coutinho, c'est un joueur, un grand talent, mais qui est un petit peu en perdition. Et aujourd'hui, on sent que Steven Gerrard veut sortir le côté positif du joueur parce qu'il l'a connu, il le connaît très bien, il sait ce dont il a besoin pour se sentir heureux sur le terrain comme il aime le faire. Et je pense que Philippe Coutinho, c'est un joueur qui aime être cette baleine dans l'océan. Il n'est pas aussi âgé, 29 ans. Oui, il a encore du temps devant lui. Oui, mais c'est surtout son transfert au Barça ou au Bayern. Au Barça qu'il a. Au Bayern, il a été prêté. Oui, qu'il a un petit peu flop, dérangé du côté du Barça. Je pensais qu'aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte qu'il ne devrait pas quitter Liverpool. Il avait fait un mauvais choix. Donc ça, il a pris aussi un gros coup au moral, avant de rebondir du côté d'Aston Villa. Donc ce joueur, je pense que et aujourd'hui, à Aston Villa, il a la clé du jeu de son équipe. Il se sent à l'aise. Il est pratiquement cet électron libre qui se faufile entre les lignes, qui dicte le ton de la rencontre de son équipe. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs pour sa première avec Aston Villa. Il a réédité le même espoir avec un but et une passe décisive. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui essaie de renaître puisqu'il a pour objectif d'être au Qatar en juin prochain. Donc, il se met en novembre et décembre. Oui, vous n'avez pas l'habitude. La Coupe du Monde Qatari, c'est en novembre et décembre 2022. Donc aujourd'hui, on voit qu'il met tous les ingrédients pour être présent et pour convaincre le sélectionneur de le titulariser ou bien de l'avoir dans son groupe. En tout cas, on rappelle que oui, Coutinho, c'est un joueur international brésilien, même s'il avait coûté la bagatelle de 120 millions d'euros en quittant Liverpool pour le Barça. Et à l'heure où nous parlons, il est toujours prêté à cette équipe d'Aston Villa. Et on va jeter un coup d'œil au classement rapidement avec City qui est leader avec 60 points, 51 pour Liverpool, deuxième. Chelsea est troisième avec 47 unités. West Ham United est quatrième, 40 points, 39 pour Arsenal classé cinquième. Et sixième, on retrouve Manchester United avec 39 points, 36 pour Tottenham classé septième. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Mo Salah, 16 buts, Jota, 12 réalisations, et puis Jamie Vardy, 9 buts. Et on enchaîne avec le 25e chapitre de la Première Ligue. Samedi, on aura Manchester United face à Southampton. Attention, une équipe qui est capable de vous battre même à domicile. Everton joue à la maison face à Leeds United. Norwich croise City, ou bien Man City si vous voulez. Dimanche, on aura Newcastle United, Aston Villa. Tottenham reçoit Wolverhampton et puis duel attendu entre Leicester et West Ham United. Et c'est bien terminé pour la Première Ligue. Cette fois-ci, nous prenons la destination de... Aquí está la Liga Española. Avant de parler de ce match très intéressant entre l'Atlético de Madrid et Retafe, intéressons-nous à Villarreal, Real Madrid, même si on nous dit que voilà, Karim Benzema est très, on pourra dire trop juste pour disputer ce match-là face au sous-marin jaune. Le Real doit se méfier de Villarreal. Oui, c'est un club qui souvent tient tête aux grands, même si sur ces dernières années, ils n'ont pas montré grand-chose. Au classement, ils sont sixième. Ils jouent contre le leader, c'est important quand même de gagner des points parce que là on vise du côté des sous-marins jaunes une place en Europe avec l'entraîneur Unai Emery qui est habitué on va dire à ces joutes continentales
continental. Donc je pense que le Real doit faire très 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 attention. Et sur ce match, on n'a pas envie, on va dire, de jeter Benzema parce qu'il y a un match devant mardi. Donc on veut le ménager. Peut-être qu'il va disputer les derniers instants de ce match pour se remettre en forme. Donc c'est un match important parce que derrière, Séville ne faiblit pas. Donc il va falloir prendre des points pour ne pas se faire surprendre après. Et Félix, d'aucuns critiquent cette équipe d'Ancelotti comme quoi il n'utilise pas bien les joueurs. Quel est votre avis là-dessus sur cette équipe du Real Madrid? Je pense que ça a toujours été compliqué pour un entraîneur ou pour un être humain de gérer un groupe d'hommes. Vous avez sous votre main à peu près 25 joueurs et vous êtes obligé de faire des choix, c'est-à-dire vous choisissez 11 d'entrée et 3 ou 5 qui peuvent entrer en jeu ensuite. Et il y en a même des stars qui restent sur le banc. Sur le banc. Il faut sacrifier certains pions pour permettre à deux de s'exprimer. C'est comme un jeu d'échecs. Aujourd'hui, on sent que Carlo Ancelotti a fait le choix fort de miser beaucoup plus sur Vinicius Junior et de laisser un Eden Hazard, par exemple, sur le banc. D'accord. Pour l'instant, ça paye. Donc, une fois que ça paye, l'entraîneur ne peut pas satisfaire tout le monde. Même il y en a qui critiquent l'utilisation abusive de Karim Benzema. Je pense que Vous sortez le mot. Ah oui, parce qu'il... Pour vous, il ne doit pas jouer à tous les matchs. Non, pas en étant blessé, parce qu'on a vu que ça a tué la carrière de Samuel Umtiti aujourd'hui, qui a disputé la Coupe du Monde 2018, sur une jambe. Et aujourd'hui, on voit que la carrière du joueur est à la dérive. Donc, je pense que lorsque Karim Benzema n'était pas en mesure de jouer, Carlo Ancelotti devrait quand même respecter la santé du joueur pour le faire reposer un petit peu. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est pourquoi moi, j'apprécie énormément Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ce sont des joueurs, vous ne saurez même pas si ils étaient souffrants ou pas. Ils se donnent toujours à fond, à 100%, parce qu'ils sont les meilleurs de leur équipe. Aujourd'hui, on voit que Karim Benzema, c'est le porte-bonheur du Real de Madrid. Donc, ce serait difficile pour n'importe quel entraîneur de se passer de ce joueur-là. Et malheureusement, aujourd'hui, on sent que ça s'empire. Il pourrait même rater le match aller de cette affiche tant attendue face au Paris Saint-Germain. Donc je pense que c'est un petit peu compliqué pour Carlo Ancelotti. Moi, personnellement, je le comprends parce que ce n'est pas du tout aisé de manager un groupe d'hommes. Alors nous parlons, ça fait jaser en Espagne. La presse est tellement remontée contre Carlo Ancelotti et puis le président Florentino Pérez, comme quoi ils n'ont pas su trouver une doublure à Karim Benzema. Et voilà, ça fait vraiment parler en Espagne en ce moment, à 4 jours de ce grand rendez-vous face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et nous enchaînons avec l'Atlético de Madrid qui a été corrigé la dernière fois par le Barça qui accueille Retafe. Est-ce que Retafe part déjà diminué par rapport à une équipe qui semble revancharde pour la prochaine journée? Retafe sort d'une victoire. 3-0 face à Levante. Ça peut les motiver par rapport à ce match. Ils cherchent à se maintenir. Ils ne sont pas candidats pour l'Europe. C'est un club qui a souffert, qui a végété, on va dire, longtemps dans les profondeurs de ce classement, relégable même à un moment donné. Ils ont réussi à se sortir de ce piège. Et maintenant, quand il s'agit de jouer cette équipe d'Atlético Madrid qui ne fait plus forte impression, c'est pour Retafe quand même de chercher au minimum le point du nul pour maintenir sa cadence, de pouvoir rester, on va dire, dans le championnat à une place honorable, même si c'est dans la deuxième partie du tableau. Donc je pense que, quoi qu'on dise, l'AT est favori sur ce match parce qu'il y a 11 points de différence entre les deux clubs. Donc, ce qui veut dire que peut-être les hommes de Diego Simeone vont pouvoir jeter leur foudre sur Retafe qui, on va dire, est à leur portée. Mais ça reste un match de football et les coéquipiers de Dienda Konam peuvent se servir de cette dernière victoire pour faire bloc face aux Colchoneros. Et le capitaine des EPRV qu'il avait dit entre-temps que l'un des attaquants les plus difficiles à marquer
a pour nom Luis Suarez. Ça a été compliqué pour lui à chaque fois lorsqu'il se retrouvait en Liga espagnole. Est-ce que l'attaquant va essayer de sortir un grand jeu face à Jane Dacona? On attend de voir, surtout que la dernière fois, il a marqué face au Barça. Espagnol Barcelone joue contre le Barça, justement pour le derby de catalan. Levante accueille le Betis Séville. Voilà, en ce qui concerne les infos pour la Liga espagnole, nous parlions du 24e épisode et nous poursuivons notre aventure. Willkommen zu Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous nous retrouvons en Allemagne pour parler du championnat national. Il y a une affiche qui semble intéressante sur le papier. Bochum, une équipe ambitieuse qui accueille, si je ne me trompe pas, le Bayern Munich. Exactement, ce sera demain samedi. Bochum qui fait partie des promus, on va dire, les plus prolifiques. Oui. C'est un club classé 11e par rapport à Greuther Fürth, les deux qui sont venus et qui végètent aujourd'hui à la 18e position. Bochum fait mieux à poser des problèmes à certains grands de ce championnat. Et on verra bien ce qu'il va se passer demain face au Bayern de Munich qui est le leader de cette compétition. On dira tout de suite que ça devrait pouvoir marcher, réussir pour les hommes de Nagelsmann. Mais attention à cette équipe de Bochum qui ne respecte personne et qui veut embêter tout le monde. Ça pourrait être un match piège pour les Bavarois. On va dire tout simplement que cette 22e journée commence ce soir avec ce match entre Leipzig et puis Cologne. C'est un match entre deux équipes très proches. Leipzig 7e et puis Cologne 6e. Ils sont très proches, donc ça veut dire que les deux clubs ont presque le même niveau en matière de performance cette saison. Et à la suite, on aura également samedi Francfort-Wolfsburg, Mönchengladbach, Augsbourg, Fribourg joue contre Mayence. C'est un match intéressant. Puisqu'il y a 3 points seulement entre les deux clubs. Voilà, Mayence qui avait battu récemment Offenheim, d'Ilas Bebou. Donc Fribourg est 5e, Mayence 10e, mais il n'y a que 3 points, une victoire de Mayence et imaginez ce qui peut se passer. Greuther Fürth, le dernier de la classe, qui accueille Hertha Berlin. Le Bayer Leverkusen joue contre Stuttgart et puis 2 autres matchs à suivre dimanche. Union Berlin et Borussia Dortmund, match entre le 4e et puis le 2e au classement. Et Offenheim de Ilas Bebou qui va tenter de prendre des points face à Arminia Bielefeld, 15e. Vous l'avez dit entre-temps concernant Bochum, Bayern Munich, 7-0. Match à l'aller. Bon, oui, je vois. Bon, pour le match retour, ce qui est intéressant, c'est que Bochum a pris quelques galons après cette déculottée. A su gagner un peu dans le championnat, a pris, on va dire, quelques notes pour gagner en expérience. Je suis sûr que ça ne va pas être la même gamme, ça ne va pas être le même récital. Et sûr que cette équipe va se faire respecter un tout petit peu aujourd'hui parce que là, ça ne sert plus à rien de prendre une fessée. Vous voulez vous mouiller sur cette rencontre, Félix? Voilà. Non. Non, le Bayern, on parle quand même du Bayern qui reste intraitable à ce niveau de oui, vous avez sorti l'adjectif, le qualificatif intraitable. On rappelle que Bochum s'est offert déjà le scalp de Francfort cette saison ou encore de Fribourg ou récemment même celui de Wolfsburg. C'est un match de football, même si côté Bayern, il y a des certitudes. Quelques nouvelles de Manuel Neuer, tout va bien? Ça va après son opération? Oui, ça va. C'est réussi. Maintenant, il faut que ça cicatrise bien et que le gardien lui-même récupère vite pour servir son club. Et surtout, il donne de la chance à l'autre gardien. Ulrich de pourquoi pas avoir peut-être 5 matchs, voire 10. Oui, pourquoi pas. Et surtout que le Bayern est attendu en Ligue des Champions, même si l'adversaire n'a pas un pédigré. Grand-chose à faire. Salzbourg. Intéressant que l'ogre bavarois Fertig für das Bundesliga. Et désormais, nous allons du côté de Benvenuto Calcio Italia. Plateau Foot Europe, oui, en direct toujours du studio Messanyamé, ça se passe sur Sport FM et Sport FM TG.com avec Franck Nounyama et Félix Walla. Nous parlons du campionato avec cette grosse affiche qui nous attend ce week-end, c'est le Napoli qui accueille l'Inter Milan, soit le 2e qui donne rendez-vous au 1er. Il y a match, Félix Walla. Oui, il y a match
très important pour les Interistes qui doivent distancer leur adversaire après avoir perdu la bataille du Milan. Oui, le derby de la Madonnina. Donc je pense que historiquement, l'Inter a toujours le déçu. L'Inter avec 74 victoires dans cette confrontation pour 49 pour le Napoli. Bon. Et sur les 5 dernières... L'écart est énormissime. Oui, et sur les 5 dernières rencontres, l'Inter a toujours l'avantage. 0 victoire pour le Napoli. La dernière victoire du Napoli remonte en 2020. Donc je pense qu'aujourd'hui, les signaux sont ouverts pour l'Inter de Milan, qui, que ce soit en termes d'effectifs ou de qualité de production de jeu, est quand même en avant sur le Napoli. Mais vous savez, cette équipe napolitaine reste toujours une équipe dangereuse pour n'importe quel adversaire avec Victor Osimhen qui est capable de marquer dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Donc, qui a même marqué la journée précédente face à Venice. Effectivement, donc aujourd'hui, je pense que Lautaro Martinez, le duel Lautaro Martinez-Vicente Osimhen, très entendu. Donc vous attendez ce duel-là entre l'Argentin et le Nigérian? Parce que ce sont des joueurs, pour moi, qui essayent de se ressembler au niveau de leur profil, même dans la façon de jouer. De la tête, du pied droit, pied gauche, déplacement et autres. Effectivement, même si morphologiquement ils sont un petit peu différents. Oui, Osimhen est un peu plus longiligne, plus grand. Et comme Martinez, un petit peu plus gras. Plus trapu, on pourra dire. Oui, je peux dire. Franck, si l'Inter perd, attention. Oui, c'est un match à ne pas perdre pour les Nerazzurri. Après avoir perdu le derby de la Madonnina, les coéquipiers de Lautaro Martinez sont comme obligés de gagner face au Napoli. Les statistiques le disent, Félix l'a dit, il n'y a rien à faire à ce niveau. Maintenant, un match reste un match. Napoli est en confiance. S'il gagne, il passe devant l'Inter de Milan, qui, rappelons-le, a un match en moins. Donc, c'est un match très, très important. Et moi, je pense que la pression se retrouve du côté Nerazzurro. D'accord. Et il faut faire très attention dans ce match lorsqu'on sort battu de ce derby. Psychologiquement, ça donne un coup et j'ai envie de dire que Napoli pourrait profiter au-delà des statistiques qui ne vont pas à leur avantage, pourrait profiter d'un tel match. Donc, attention à l'Inter Milan. Est-ce que l'entraîneur du Napoli a pris des conseils du côté de celui du Milan pour battre l'Inter? C'est dans la question. On rappelle que l'Inter a la meilleure attaque du championnat, 54 buts. La meilleure défense appartient au Napoli, 16 buts seulement encaissés. Attaque contre défense, qui aura le gain du match? La question reste posée. On aura tout le temps de revenir là-dessus lundi dans Plateau Foot Europe. Et nous parlons toujours du Campionato pour évoquer d'autres affiches. Pour le compte de cette 25e journée, il y a la Lazio Rome qui joue face à Bologne, Torino Venice. Dimanche, on aura un intéressant Milan AC Sampdoria de Gênes. Sûrement que les Milanais vont guetter le résultat entre le Napoli et l'Inter. Et puis Empoli Cagliari, Sassuolo, AS Rome. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur l'AS Roma avec José Mourinho qui a encore sorti des phrases mouriniesques, qui a traité ses joueurs de se chier dessus, surtout après l'élimination en quart de finale de la Coupe d'Italie face à l'Inter Milan. Du Mourinho, c'est tout craché. Il traite ses joueurs de petits joueurs. Ça, c'est du Mourinho, ça ne devait plus étonner. Je pense que les joueurs aussi abusent, ils en font de trop, oui. Il faut à un moment donné qu'ils prennent leurs responsabilités sur le terrain. Après tout, le coach ne met pas la balle dans les filets ou le coach ne défend pas sur l'adversaire. Mais est-ce que c'est pas facile d'accuser ces joueurs? Je ne crois pas. Aujourd'hui, José Mourinho, moi, j'ai senti un entraîneur qui se réinvente du côté de l'Italie. C'est un entraîneur qui essaie de revenir par la petite porte sur le devant de la scène, mais il est aussi dans une équipe qui n'est pas trop bankable, si je peux le dire. Oui, mais Mourinho, on le connaît, il aime les grands clubs avec de forts budgets. Oui, c'est ce que je dis, c'est lui-même, il est un entraîneur bankable, alors qu'il se retrouve du côté de l'AS Roma, qui aujourd'hui traverse aussi quelques difficultés, ce qui n'est pas un club bling-bling. Qui ne peut pas s'offrir des joueurs à 30-40 millions d'euros. Voilà, aujourd'hui, Mourinho est obligé de se faire prêter des joueurs. Même Tammy Abraham, il a fait des pieds de main pour l'arracher du côté de Chelsea. Je pense que si José Mourinho aujourd'hui se met à taper sur ces joueurs, il a raison.
Pour en quelque sorte. Parce il que a pour avoir suivi quelques Terminer rapidement. pour avoir suivi quelques matchs de l'AS l'AS Roma, oui. il faut que les joueurs aussi apportent ce petit quelque C'est chose. ce que vous Moi, voyez. je pense que l'AS Roma est à sa place parce que là, vous l'avez dit, c'est un club qui ne joue pas les premiers rôles. Exactement. La Louve n'est pas comme l'Inter, n'est pas comme le Milan, le Napoli, la Juve. La Louve, c'est un club qui se cherche. Mourinho retourne à Niveau l'Italie Ligue Europa. pour repartir peut-être sur d'autres grands clubs. Voilà. Il a fait l'Italie, il a laissé des traces avec l'Inter où il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné le Scudetto. Donc aujourd'hui, lorsqu'il traite ces joueurs, de quel joueur s'agit-il ? Est-ce qu'il y a un joueur de renom, un joueur qui peut faire la différence ? Jordan Verretou. Non, laissons ce joueur français. Mkhitaryan, il quitte Arsenal pour venir en Italie. Ouais, c'est pas un joueur, il a du talent, mais c'est pas un joueur qui peut changer, on de va classe dire, mondiale. oui, le Voilà. cours d'un match. Donc la Roma aujourd'hui est à sa place. Oui. Il faut mettre les moyens, il faut réinventer. Il en on va fait de dire. trop selon vous? Quand il traite ces joueurs de ce nom, moi je pense que c'est du Mourinho. Ça ne devrait pas étonner, mais parfois il faut plus traiter les joueurs comme ça. C'est eux qui jouent pour gagner pour N'est-ce vous. pas? Si vous les traitez ainsi, je pense qu'à un moment donné ils vont abandonner, ils vont vous lâcher. Aïe. Voilà, donc je pense que Peut-être c'est il aussi faut- une façon ouais. de les piquer. de les piquer. Oui, mais bon. Il dit une phrase, je vous la cite, messieurs. Le plus grand défaut d'un homme est son manque, entre guillemets, j'ai dit guillemets de couilles et de personnalité. C'est ce qu'il a dit à ses joueurs. C'est les Mourinho. Il veut dire que c'est pas des hommes. Ouais, il C'est a pas raison. des hommes. C'est qu'ils ne prennent pas leurs C'est responsabilités sur le quand terrain. même très très fort, mais c'est du Mourinho. Voilà, ils n'ont pas les moyens pour lutter avec les autres clubs, Voilà moi qui j'ai est envie dit. de dire. Ouais. Sacré José Mourinho. On attend justement la sortie de l'AS Roma pour la prochaine journée du Campionato. Et on termine le tour des majeurs avec la prochaine destination. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. La Ligue 1 avec la 24e journée et le Paris Saint-Germain qui, normalement, à domicile au Parc, doit prendre la mesure de Rennes. Mais attention, c'est cette même équipe de Rennes qui avait battu le Paris Saint-Germain lors de la manche aller. Mais ça n'a pas changé tellement grand chose. Vous donnez le Paris favori. Mais en championnat, D'accord. le PSG est sans adversaire. Il faut mieux se préparer avant le Real? Oui, Ou bien ils n'ont pas besoin de ça? mais ils ont besoin de ça. Mais ne pas quand même laisser des plumes. D'accord. Il faut Quand vous arriver- dites des ouais. plumes, lâcher des points ou bien Non. la débauche d'énergie? La débauche d'énergie, je D'accord. dis, parce que la bataille face au Real de Madrid serait vraiment alléchante. Physique, et parce que dans l'intensité également. en Ligue 1, c'est déjà presque plié pour. Mais il faut gagner les prochains matchs. Hein. Oui, Attention. mais le plus important, je dis, pour Mauricio Pochettino, Oui. ou bien pour Lionel Messi, par exemple, ce n'est pas battre Rennes, mais remporter la Ligue des Champions. Franck, vous partagez son avis? Oui, c'est ce qu'il veut. Ce n'est Le pas... Paris Saint-Germain peut perdre face à Rennes et Oui, gagner face au l'important, Real, c'est mieux. pour eux, aujourd'hui, c'est la Ligue européenne des champions. Et D'accord. battre le Real Madrid, surtout, et se qualifier pour la suite. Le match de ce soir, j'ai dit, c'est un match pas très important. D'aucuns parlent d'échauffement. Oui, quoi qu'on dise, le préparation. Paris Saint-Germain est en tête du championnat et va le gagner. C'est sûr, rien à faire. Mais attention, ce match, on peut avoir des joueurs un peu, on va dire, plongés par l'événement qui arrive. Voilà. Et Rennes peut encore en profiter. Voilà. Donc il faut faire attention, mais ce match ne compte pas, on va dire, dans la saison pour le Paris Saint-Germain. D'accord. Et en tout cas, si Rennes gagne, Bruno Genesio va bien se frotter les mains. D'avoir le plaisir, l'honneur de battre en aller-retour le Paris Saint-Germain. On aura également Metz-Marseille à suivre. Match intéressant. Lyon qui accueille Nice. Christophe Galtier qui fait un travail formidable. Nice même qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe nationale. Angers accueille Strasbourg. Et puis Lens joue à la maison au Félix Bollaert face à Bordeaux qui est dans une crise indescriptible. On a terminé. L'entraîneur a été limogé. Oui, Petkovic, c'est l'ami de Franck Dougnama. On parle de Bettoni, Voilà. le plus fidèle des Zidane, compagnons non de Zidane, Voilà. qui devrait arriver. Il devrait arriver. Ouais. Et voilà, Bordeaux qui est totalement en crise sur le plan économique, financier, même sportif. C'est très compliqué pour cette équipe qui, déjà, je pense, en 99, avait déjà remporté le championnat avec un certain Pascal Feindouno, Lilia Lasland et que sais-je encore. C'est terminé pour les majeurs. On va faire un tout petit débat concernant la gifle donnée à un chat. Plateau Foot Europe sur Sport FM.
La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas. En semaine, oui, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Elle est devenue presque virale. Oui, c'est cette affaire. Affaire carte humain avec voilà ce chat qui a reçu les gifles de son propriétaire, les coups de pied ici par là. Et derrière, ce sont des associations qui militent pour les animaux qui se sont mêlés. On voit le sponsor entre guillemets la firme à 3 bandes qui a lâché Kurt Zouma, une amende de 300 000 € infligée à Kurt Zouma. Tellement de choses, on en fait de trop, selon vous? Quel commentaire vous faites, Franck Nuyama? Je voudrais dire tout simplement que ça étonne lorsqu'on est du côté de l'Afrique. Je ne veux pas être vulgaire, mais les chats, ça se mange en Afrique. Je ne veux pas être vulgaire. Il a lâché le mot. Et ça étonne. Pourquoi quelqu'un qui frappe son propre chat, oui, son propre animal, doit être aussi vilipendé, aussi, on va dire, traité comme un malpropre. Mais il y a des lois, il y a des associations qui protègent les animaux là-bas en Europe, et notamment en Angleterre et puis partout là-bas et en Europe. Donc, oui, avec cette vidéo qui a circulé sur les réseaux, Kurt Zouma est vu comme, on va dire, un vampire, un tueur. Parce que là, on ne comprend pas comment il pourrait traiter son propre chat de la sorte. Et vous l'avez dit, on lui a flanqué une amende de 300 000, ce qui fait 2 semaines de salaire. Et le maire de Londres qui est sorti... Près de 900 millions. Ça fait 180 millions. Je ne veux même pas aller sur ce terrain. Et le maire de Londres qui est sorti, qui a dit, mais qui n'a pas compris pourquoi David Moyes a titularisé Kurt Zouma sur ce match alors qu'il y avait ce problème. Débat politique, ça devient un débat politique. Les associations qui protègent les animaux sont sorties et dire mais Zouma ne doit même pas être convoqué en équipe de France. On doit le sanctionner. Voilà, aujourd'hui, c'est un joueur qui vit des moments difficiles et il semble que ce n'est pas fini. Et dans les jours à venir, cette histoire peut lui coûter très très cher. Et là, cette association qui protège les animaux est venue récupérer ces chats. Les deux. Voilà, donc c'est quand même dommage, mais bon, c'est la loi en fait. C'est quand même extraordinaire. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, est-on obligé de filmer une telle scène et de la mettre sur les réseaux sociaux, Félix Ouala? C'est tout ce que je voulais dire. Aujourd'hui, Kurt Zouma ne peut que s'en prendre à lui-même. Aujourd'hui, voilà l'utilisation abusive des réseaux sociaux. On n'arrive plus à faire le distinguo entre la vie des réseaux sociaux et nos vies personnelles. Aujourd'hui, je pense que si Kurt Zouma et son frère n'avaient pas filmé cette scène et de surcroît la publier sur les réseaux sociaux, il n'aura pas cette affaire. Il y a bon nombre de... Pour vous, ils l'ont fait à dessein. Ils savent ce qu'ils faisaient. Oui, mais même si c'est sur un ton de rigolade, oui, ils l'ont quand même fait. Genre une drôlerie. Oui, parce que sur la vidéo, même en commentaire, il y avait des émojis de rigolo. Ils riaient, ils prenaient leur plaisir. Or, le chat, l'animal, le chat qui, après d'amples études... Oui. Après, les études ont montré que ces animaux sont vraiment proches de l'homme. Exactement. Ce sont des animaux qui ressentent aussi de la douleur. Ce sont des animaux qui nous sont familiers. Moi, j'ai des chats à la maison, j'ai des chiens à la maison. Mais vous les giflez pas quand même? Oui, ça arrive. Ouais, ça arrive. Bon d'oublier, mais ça arrive. Je ne peux quand même pas dire que ça arrive sur les réseaux sociaux parce que de la façon dont, parce que Kurt Zouma n'a jamais filmé. C'est son frère. Oui, je dis Kurt Zouma n'a jamais filmé son propre fils lorsqu'il corrigeait son propre fils sur les réseaux. C'est comme s'il manquait de respect à l'animal. Oui, voilà. Je gifle, ça arrive de gifler mes animaux comme mes enfants à la maison parce que lorsque faut pas les gifler, faut les taper, c'est mieux. Taper, ok. Taper avec un petit bâton, c'est mieux. Ok. Donc aujourd'hui, parce que le chat a fait une erreur, il a cassé une vase d'une certaine valeur, mais ce n'était quand même pas de répondre de façon animale parce que le premier coup de patte, moi personnellement, ça m'a fait froid. Ça m'a choqué. Ouais. Le premier coup de patte pour le chat comme ça m'a fait, et surtout, et aussi la fin de la vidéo où il gifle, non, ce n'est quand même pas humain. Mais c'est une question de culture. La culture européenne est différente de la culture africaine. Moi, je suis étonné de voir qu'on
prennent cette histoire de chat plus que la gifle de Emmanuel Macron, par exemple. N'est-ce pas? Ceux qui sont contre, ceux qui crachent leur venin sur Kurt Zouma aujourd'hui, avaient apprécié la gifle sur Emmanuel Macron. Les intérêts sont différents. Oui, c'est entre humains. Aujourd'hui, mais dans le contexte africain, nous, on ne le comprend pas. On ne peut pas comprendre qu'on gifle. Nous, on ne peut quand même pas comme président de la République. Et on va voir banal la gifle sur un chat. Vous voyez, donc je pense que c'est juste une question de culture. Lorsque vous vivez dans un environnement, il faut essayer quand même de respecter les lois en Chine, par exemple, ça ne ferait pas problème, puisque c'est manger les chiens. Ils sont mangés au moment des Jeux Olympiques en 2008. C'est vrai, Franck Lounyama, ce que vous dites. On a fait des méchouis de chiens qu'on a proposés aux gens. Des scorpions, des blattes, voilà, donc c'est en Chine. Et la dernière fois, il y a un fois qui me disait, il est à France, il me disait, mais Félix, c'est-à-dire il y a des animaux qui sont beaucoup plus chériés que de droits que les humains, surtout les hommes. Donc il faut juste respecter son environnement. Au passage, il faut rappeler que Kurt Zouma et son frère également a été suspendu par son club. Il évolue en 5e division anglaise. On l'a mis de côté et on attend de voir la suite de cette affaire. C'est quand même assez extraordinaire. Mais Angelo, de la façon dont ils ont lâché la meute derrière Kurt Zouma sur cette affaire de chat, il va pas s'en sortir. Sur cette affaire de chat, il faudrait quand même qu'il le fasse avec la même énergie sur les discriminations, le racisme, l'homophobie, etc. Il ne faut pas qu'il y ait de poids, de mesure. Sur les prises de position. On attend de voir. En tout cas, la suite de cette affaire, Kurt Zouma. Merci beaucoup, messieurs, d'être restés des nôtres. C'était un plaisir. On se donne rendez-vous lundi. Merci à vous, auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Un coucou spécial à ceux qui nous suivent du côté du Sénégal. Merci beaucoup à Elom Adovon et à Théo Ajavon.